Il suffit de passer le pont. Nous sommes en direct de l'hôpital Necker, comme toutes les semaines, à l'espace plein ciel. Et pour une fois, ça porte bien son nom, parce qu'on a vraiment du ciel. Quoi qu'il y ait, il y a quelques nuages qui s'annoncent. Nous sommes aussi avec Carole Repel. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va. Donc Carole Repel, qui est comédienne, entre autres. Et on va parler un petit peu de ce qu'elle fait. Elle est venue pour partager avec nous et avec vous sa passion et puis aussi un petit peu son parcours. Donc on va parler de tout ça. Donc tout à l'heure, quand on discutait un petit peu avant l'émission, tu me disais que tu étais timide. Ouais, hyper timide. Alors moi, c'est d'autant plus étonnant que on se connaît pas, hein, parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques jours en fait. Tout à fait. Mais c'est pas l'impression que j'ai eue au départ. Donc est-ce que tu pourrais... C'est pas l'impression que tu as eu au départ. Non. Alors cette timidité, elle vient d'où et est-ce qu'elle est réelle? Parce que moi, j'ai pas eu du tout cette sensation. C'est une timidité réelle de partager, de parler de moi en fait. Et de savoir qu'il y a il y a en tout cas des enfants qui peuvent m'écouter, dans ce sens-là. D'accord. Pas dans le... T'es pas timide dans la vie, mais non, pas dans la vie. C'est ce moment-là de devoir un petit peu te livrer Ouais. pour les enfants qui sont hospitalisés, là, qui te... De manière générale, je suis timide, pas dans mon cercle intime, mais de manière générale au travail. Ouais. D'accord. C'est une chose que j'ai souvent remarqué chez les comédiens, comédiennes. En fait, il y en a pas mal qui sont timides dans la vie et qui se libèrent un peu aussi peut-être grâce au théâtre. Est-ce qu'on pourrait commencer par le commencement et savoir, moi j'aimerais savoir ce qui t'a poussé vers le théâtre et vers ce métier-là. Eh bien, j'ai été poussée par le théâtre. Je ne sais pas si tu connais le Festival d'Aurillac. Oui. De théâtre. Mes parents m'ont emmené beaucoup au Festival d'Aurillac quand j'étais petite. Donc, quand j'ai 9 ans, 10 ans, 11 ans, je suis allée à ce festival de théâtre et j'ai eu une révélation totale. Quand j'ai vu plein de pièces, c'était du spectacle de rue en fait. C'était hyper démonstratif, avec il y avait pas mal de jongleurs, etc. Et en fait, j'ai supplié ma mère de m'inscrire dans un atelier de théâtre quand j'avais 11 ans. D'accord. Et donc elle l'a fait. Et j'ai commencé à 11 ans. Et ça a été le bon choix. Enfin, j'ai tout de suite pris plaisir, en tout cas, à jouer. C'est dans quel cadre? C'était une école ou c'était juste un club théâtre de collège ou... C'était un atelier dans une maison de quartier à Poitiers. D'accord. Tu te rappelles Je me rappelle très bien de cette professeure. Ouais. Frédéric Contelme. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait dans une première année de théâtre à 11 ans? Qu'est-ce qu'on fait? On a fait beaucoup d'impro. Je faisais beaucoup de clown à l'époque. Et en fait, après, je suis rentrée au conservatoire de théâtre de Poitiers, qui était en fait destiné aux grands. C'est-à-dire, ils avaient tous la vingtaine. Et moi, je me souviens que j'étais un petit élément perturbé. Enfin, j'étais un vrai clown. Et en tout cas, j'ai été prise grâce à ça. Je faisais... Vrai clown, qu'est-ce que tu entends par là? C'est que je faisais un peu la pagaille. Je faisais la pagaille, mais je m'amusais à faire c'était des scènes... Hein. Je prenais toujours des scènes les plus... jouées Ubu-Roi ou la cantatrice chauve, et j'en faisais des caisses, et je pense qu'à l'époque... voilà. T'étais poussée vers la comédie plus instinctivement que vers... Beaucoup plus par la comédie. Et c'est resté ou... Ça a commencé comme resté. Ça? Non, c'est resté. J'ai toujours un faible pour la comédie et pour l'absurde. D'accord.
D'accord, la comédie de l'absurde. Et donc du coup, si on fait un petit bond comme ça dans le temps, dans ce qu'on peut appeler ta carrière, j'aime pas ce mot, mais ta carrière de comédienne, tu as beaucoup fait de pièces comiques, de pièces un peu absurdes justement, Ionesco ou... J'ai fait Molière, beaucoup de Molière, donc c'est comique, mais c'est pas absurde. Mais en fait, c'est très très drôle. Ouais. Le médecin malgré lui, je jouais au Théâtre du Marais. Ouais. Si à l'image j'ai fait des choses comiques dans une web série mais c'est pas la cantatrice chauve, c'était vraiment après au lycée. J'ai beaucoup travaillé sur parce que j'étais aussi au lycée en option théâtre. Donc t'es tombé dedans à tous les niveaux. Ouais, quoi. Exactement. Tu te rappelles ce qui te plaisait à l'époque qu'est-ce que ça t'apportait en fait à l'époque de prendre des cours de théâtre, d'être sur scène, de jouer? Tu te rappelles les sensations un peu ou pas? Ça me permettait d'être en distance avec le monde et d'être protégée d'une certaine manière. Et c'est ça. Et je pense que c'est par rapport à quand on est dans son art ou dans ce qu'on aime faire, on peut tout abstraire. Donc on peut s'abstraire de la réalité et être et dans le bon sens, c'est-à-dire échapper au temps, échapper aux contraintes, échapper à la famille, aux relations intimes, à plein de choses. Ça crée un espace. Ça crée un espace et donc ça sublime un peu tout finalement. Et on peut revenir après aux choses. D'accord. C'est un espace en dehors de la vie de tous les jours. C'était important pour toi cet âge-là, à 11 ans, d'avoir ça? Ouais. Moi j'ai l'impression que n'importe quelle personne à 11 ans en fait aurait ou à n'importe quel âge a besoin de ça, c'est un peu salutaire. Exactement, je pense aussi. Ouais. Parce que peut-être que si on avait tous justement, quel que soit le travail en question ou le lieu ou l'activité en question, tous un espace un peu protégé où on peut justement s'évader du quotidien, peut-être que ça nous éviterait pas mal de mots MAUX dans le quotidien. Parce que c'est de la richesse qu'on a pour soi et à soi. Et c'est vraiment quelque chose qu'on cultive à l'intérieur. Pour que ça, et c'est des petites, quand on dit je mets ma cape magique pour me protéger de l'extérieur, enfin il y a quelque chose comme ça qui, enfin moi c'est ce qui marchait en tout cas, et c'est ce qui m'a permis, même dans les moments les plus difficiles, toujours d'avoir ça. D'accord. Tu te rappelles la première pièce que tu as jouée en public? Premier rôle, première pièce? Je crois justement que c'était... J'ai joué Roxane, Cyrano de Bergerac, au lycée. Et justement la cantatrice chauve aussi, au lycée. Et au conservatoire. Mais ces ateliers théâtre, c'était des choses... je me souviens plus ce qu'on faisait. On faisait plein de... Et on jouait aussi dans les bus avec le conservatoire. C'était les premières choses que j'ai faites en public. On jouait dans les bus, les gens, dans les appartements, alors qu'il n'y avait pas de Covid à l'époque. Enfin, mais il y avait on allait dans les quartiers, enfin dans les cités, enfin dans les cités de Poitiers, on jouait chez les gens. Ouais. Ah d'accord. Ils nous accueillaient. Et alors ça doit être une expérience assez étrange, non, d'aller chez quelqu'un pour jouer une pièce ou une scène, ou c'était quoi? C'était des scènes ou une pièce? C'était plein de petites scènes. Plein de petites scènes, ouais. D'accord. C'était accueilli comment ça? Hyper bien. Ouais. On était toujours hyper bien accueillis. Je me souviens, j'avais 15 ans, ouais. C'était très 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 drôle à faire. C'était des gens qui avaient pas l'habitude du théâtre. Exactement. Du coup, quel genre de réaction il y avait ce public-là qui n'a pas du tout l'habitude d'aller au théâtre? Comment est-ce qu'ils réagissaient quand le théâtre venait à eux?
Bah, ça se passait super bien. Enfin, c'était souvent les enfants qui étaient là et ils nous regardaient comme des. Enfin, ils avaient des yeux hyper ouverts. Et les parents. Enfin, non, c'était. Ça réagissait. Enfin, c'était. On faisait partie. Ils avaient prévu, donc il y avait un goûter, etc. Et nous, on jouait D'accord. dans les appartements. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça serait compliqué là, à faire avec le Covid et tout ça, mais je trouve que c'est une bonne démarche. Il y a pas mal de choses comme ça en musique, en fait. C'est ça que j'allais te dire. Toi qui es pianiste, tu pourrais envisager de dire. Ça se fait beaucoup, oui, les concerts privés. Dire, faire des annonces, si vous avez un piano, je viens jouer chez vous. Ça pourrait être pas mal. Peut être... Oui. Mais non, mais développer ça en théâtre, ça me semble encore plus fort, parce que jouer une scène ou même une pièce dans le salon de quelqu'un parmi les... Bah, en fait, maintenant, je sais pas si tu connais le théâtre immersif. Oui. Ouais. C'est exactement la même chose, finalement. C'est le même principe. Ouais. Juste à côté de chez moi, il y a le Secret qui est fermé maintenant, mais il y a un lieu qui s'appelait le Secret, où il y avait justement des pièces comme ça en théâtre immersif. Ah ouais. Et à côté de chez nous, alors. De chez nous, oui, parce qu'on est voisins, c'est ouais. Vrai. Oui, rue... la rue... comment elle s'appelle cette rue Rue Larrey. Une ancienne usine. D'accord. Qui avait été reconvertie comme ça en un lieu, ça s'appelait le Secret. Il y avait des pièces... en théâtre immersif, et donc les gens venaient et ils se déplaçaient aussi avec les comédiens, comédiennes. Et c'est vrai que c'est un concept incroyable, le concept le spectateur est vraiment au milieu de l'intrigue, au milieu de la pièce, et il fait partie en fait de la pièce, quoi. Et t'en as vu, toi? Là, toi, t'as vu ça? Moi, j'en ai pas vu dans celui-là. T'en as vu Sébastien Bonabel? Non. Non. Au Théâtre Michel? Non. Non, je connais pas. Non. Et toi, tu as fait du théâtre immersif ou du tout? D'accord. J'en ai fait dans les appartements. Enfin, je veux dire, c'était une base. Ouais. C'est ça que je dis. Finalement, c'est un peu ça le théâtre immersif. Ouais. Bah oui, on vient dans l'intimité des gens. Plus. Enfin, l'idée, c'est par exemple dans cet endroit, il y aurait ce serait un décor. Et donc chaque pièce, t'as des scènes. Ouais. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on abolit le quatrième mur, quoi. C'est-à-dire que tout à coup, on est en contact direct avec le public, avec les gens qui sont censés être derrière le quatrième mur et regarder la pièce. Et là, tout à coup, ils sont vraiment autour, on peut croiser leurs regards, et c'est ça qui doit être assez déroutant. Et même l'idée dans un hôpital, ça pourrait être drôle de faire du théâtre immersif. Ouais. Enfin, dans les couloirs. Et c'est ça finalement que j'ai découvert à Aurillac. C'était ça aussi. C'était un rapport direct, comme c'est du théâtre de rue, c'est un rapport direct au spectacle. Donc c'était très interactif. Donc c'est pour ça que je pense que j'ai eu envie d'aller dedans. Ouais, c'est plus facile de traverser. Exactement. Alors que si j'avais été que spectatrice, je pense, à cet âge-là, son petit fauteuil, etc., je crois pas que j'aurais eu envie de... à ce point. Ouais. J'étais pas si proche des arts... Enfin, j'étais pas si proche de la magie du théâtre, quoi. Le théâtre de rue pour les enfants, c'est extrêmement prenant. Moi, je sais qu'à là où j'ai grandi, à Morlaix, il y a un festival aussi, Les Arts dans la rue, ça s'appelle, tous les étés. Et j'ai aussi un peu le même souvenir d'être... C'était vraiment l'événement, quoi. C'est que tout à coup, il y avait des gens avec des échasses qui venaient au centre-ville. Et il y avait un côté tout à coup fabuleux, quoi. On avait l'impression que la ville devenait... un monde un peu fabuleux où tu avais des créatures qui arrivaient, des petits monstres, c'est vrai que pour un enfant c'est extrêmement impressionnant. Ouais. Est-ce qu'on peut avancer un peu dans le temps? Donc après l'adolescence est passée, là-dessus, tu as continué à faire du théâtre, j'imagine. J'ai eu un petit arrêt. Ouais. J'avais fait trop. D'accord. En sachant que j'étais au conservatoire en option théâtre, donc j'avais, je pense, 20 heures de théâtre par semaine. Après le lycée, j'ai arrêté quelques années. D'accord.
Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais eu des problèmes de santé à cette époque. En fait, c'était plus... Ouais, à mes 17 ans. D'accord. Est-ce que tu veux en parler ou pas trop? En fait, j'ai été hospitalisée aussi, jeune. Enfin, j'ai eu deux hospitalisations, une à 16 ans. Ça a été assez long, j'ai fait de l'anorexie. Et je sais que d'une certaine manière, le théâtre, la lecture de théâtre m'a beaucoup aidée. Le cinéma, je regardais énormément de films, je me gavais de films à ce moment-là. Et je sais que c'était porteur pour moi et très inspirant. Ce que j'expliquais en fait, dans l'idée de s'abstraire des choses, des problèmes du monde et d'avoir... en fait, je pense qu'il y a des tas d'artistes qui ont une part sombre et qui ont des souffrances cachées, ou pas, mais qui finalement se dépassent par leur art et par leur talent. Et je sais que ça m'a vraiment beaucoup aidée. Beaucoup. Tu dis que tu as beaucoup lu de théâtre. Ouais. Moi, c'est un peu aussi par là que je suis entrée dans le théâtre, c'est par la lecture du théâtre. Donc je vois que ça fait très fort ce genre de lecture. C'est vraiment complètement différent du roman, quoi. C'est ça. De lecture et de pièces que j'ai vues aussi qui m'ont percuté. En fait, quand j'y pense à ce moment-là, c'est des pièces aussi. D'accord. Des émotions incroyables. En fait, c'est la beauté qu'on perçoit c'est la beauté qu'on perçoit qui émeut, donc je pense qu'il bouge en l'autre. On peut bouger grâce à ça. D'accord. Tu te rappelles de pièces en particulier ou de rôles? Parfois je sais que c'est des rôles, des personnages qui peuvent marquer, qui peuvent bousculer. Je me souviens justement j'avais vu une pièce, je sortais juste de l'hôpital, je pense que c'était un an après. Platonov à la Cité des Papes, au Festival d'Avignon. Et c'était, je crois, Éric Lacascade qui était metteur en scène. Et c'était cette pièce de Tchekhov, qu'on ne connaît pas beaucoup, qui m'a... je me souviens, j'étais allée avec des amis à l'époque. On était toutes les trois en pleurs pendant 3 heures. C'était incroyable. Enfin, ça fait partie des choses qui m'ont... En fait, quand on a ça, on a ça toute sa vie, mais ça reste des moments très très précieux et ça marque et ça nourrit énormément. Enfin, il y a eu ça. Je me souviens d'une pièce que j'avais vue aussi de Isabelle Huppert qui jouait Médée. À la Coursive, c'était pas forcément très bon, mais elle m'avait marqué. Enfin, ça reste des souvenirs de théâtre, de personnages comme ça, très forts, quoi. Et on a envie, le travail donne envie, en fait. Enfin, voilà. D'accord. Donc, par exemple, si je reviens sur Platonov, ça c'est une pièce que tu as découverte sur scène et pas en lecture. Non. Oui, c'est vrai. Ouais. En lecture, c'était Le Songe d'une nuit d'été. Ah. Qui m'a complètement... Enfin, c'est fulgurant, quoi. C'est d'une beauté incroyable. Qu'est-ce que j'avais lu que j'ai... J'ai fait beaucoup au conservatoire. En fait, finalement, c'est plus ce que j'ai vu. Puis ensuite... En fait, c'est que j'en ai tellement lu. Mais c'est Platonov et aussi à lire.
En fait, moi, c'est ma pièce c'est la pièce que j'ai lue, je sais pas, j'ai dû la lire 15 fois. Comme tu me racontais La Citadelle. Ah oui, pour Citadelle de Saint-Exupéry. Ouais. Ce genre de livre. En que fait, tu c'est le lis, livre, et comme Le Songe d'une nuit d'été. Ou même si c'est pas du théâtre, mais comme je te disais, Fitzgerald, Tendre la nuit. En fait, c'est des choses qu'on a, qu'on lit comme ça, c'est proche de nous. Ouais. En fait, c'est ce qui donne envie, c'est de trouver dans l'art des choses tellement proches de soi qu'on ne se sent pas seul et qu'on arrive à aller finalement explorer d'autres choses grâce à eux. Ah oui. C'est moi, le mot que j'aime bien, c'est des livres qui vivent en soi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en ce moment, à notre époque où on a l'impression qu'une chose chasse l'autre très vite, moi, au contraire, si je lis un livre qui me plaît, et qui résonne un peu en moi, je sais que je vais le laisser reposer, il va continuer en fait à vivre en moi, je vais me rappeler ce livre, peut-être ça va me faire réfléchir, ça va me faire penser à des sujets qui sont évoqués dans le livre, et peut-être j'aurai envie de le relire, et en fait j'ai l'impression que quand on aime une œuvre quelle qu'elle soit, elle vit en soi toute sa vie, quoi. C'est-à-dire qu'on la porte, et oui, pour le théâtre c'est la même chose, j'ai l'impression on va voir une pièce ou on lit une pièce, et puis en fait on n'a jamais fini de la lire, on continue à la lire. Le théâtre, le cinéma, la musique. Ouais. En fait, tout ce qui est... Je pense que c'est vrai, tout ça, en fait, il ne faut pas focaliser sur le théâtre. C'est vraiment pour le cinéma, par exemple. Ouais. Un film peut obséder, une musique peut obséder. Bien sûr. Je suis très obsessionnelle en termes de livres, de films, de musique. Est-ce que tu peux donner le titre d'un film, par exemple, que tu pourrais revoir encore 1000 fois et tu sais que tu vas le regarder régulièrement à nouveau? Là, il y en a beaucoup. Mais c'est Wong Kar-wai, je pense que c'est In the Mood for Love. D'accord. Que je ne cesse de regarder, qui ne m'ennuie jamais, jamais, jamais. Et que je suis toujours... je suis toujours emportée par la magie de ce film. J'ai une obsession forcément pour David Lynch, pour Mulholland Drive, que j'ai dû voir aussi vraiment 60 fois. Là, je vais dire, je peux plus trop le voir, même si je suis passée à autre chose là. David Lynch, en fait, je suis passée à autre chose. Mais j'ai eu vraiment... Et la Dolce Vita de Fellini. Et c'est un film aussi que je peux regarder vraiment beaucoup de fois. D'accord. Sans arrêt. Enfin, vraiment, je le regarde 2 fois par an. Tout ça, c'est des bons choix. Dans ma période de vide, en tout cas, quand je me sens vide. D'accord. En ce moment, tu te sens... Non, en ce moment, ça va. En ce moment, ça va. On a préparé quelques petites lectures. Oui. Il me semble. Tout à fait. Et oui, tu me disais tout à l'heure que finalement, on avait un petit thème qui est... c'est venu de soi. Tu oui. m'as proposé des choses. Et moi, j'ai ramené aussi un texte que j'aime beaucoup. Ouais. Et en fait, c'était la même chose. C'était la même thématique, en tout cas. C'est un peu, tu disais, tout ce qui nous est un peu interdit en ce moment. Exactement. Donc il y a un peu l'amour, enfin pas l'amour. Non, on la va liberté, dire le voyage. Le voyage, et puis une certaine liberté, la liberté de partir. La liberté du voyage, et finalement ça va avec... Oui, c'est vrai que l'amour, en fait, ça en ce moment, c'est dur de se voir quand on vit pas ensemble. Mais quand on n'a pas tout ça, il n'y a pas... Comme on ne peut pas se projeter en voyage, comme on ne peut pas se projeter libre et qu'on ne peut pas se voir comme on l'entend, finalement, il y a aussi l'amour qui reste un peu abstrait, qui se fait pas vraiment. Je me suis souvent dit qu'on sait qu'on aime quelqu'un quand on peut voyager avec lui. Ouais. Parce que sinon, c'est un enfer. C'est ce que je me dis aussi. En fait, faut voyager avec la personne avant de se mettre en couple. Voilà, c'est ça. Parce que si on n'arrive pas à passer une semaine... mais tellement. Tu sais que... Voilà. C'est un peu le passage.
Ouais. Avant d'habiter avec la... En fait, c'est parce que... Ouais. On peut se voir beaucoup sans se connaître. Parce que quand tu voyages avec quelqu'un, évidemment, on est tout le temps ensemble. Hein, donc, il n'y a pas vraiment d'échappatoire. Ouais. Donc, eh ben, tu nous as apporté le prophète. Je sais pas par quoi tu veux commencer, parce qu'on avait parlé du prophète. Exactement. Alors, Gibran ou Gibran, je sais pas comment on dit. Gibran. Ouais. J'essaie de le dire avec un accent débile. J'ai apporté ce texte. Toi, On avait pensé à Marius. À la scène de Marcel Pagnol. Et puis, effectivement, un petit extrait de Citadelle. Que tu liras. Que j'ai imprimé. Magnifique, moi je l'ai devant les yeux, mais ok, bon, bah, très bien. C'est très gentil d'avoir pensé à moi. Par quoi veux-tu commencer? Je sais pas. Peut-être je peux lire le prophète. J'espère que ce soit long, comme je t'avais dit. Écoute, je pense que on est là pour se faire plaisir. J'ai peur qu'on... Tu lis pour te faire plaisir, et la conséquence c'est que les gens qui écoutent en auront aussi. Donc faut pas penser, surtout ne pas penser au temps. C'est un passage, c'est vers le début, c'est ça? Donc c'est le début. D'accord. Il s'agit donc du personnage du prophète qui s'appelle Al-Mustafa, en fait, qui est resté 12 ans dans une île, qui s'apprête à quitter. Et il s'apprête à rentrer chez lui. Et là, en fait, pendant 12 ans, il a appris à aimer les gens de cette ville. Et il a eu une certaine aura dans cette ville. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé avec ces gens. Et on lui demande des précieux conseils, parce qu'il est vu comme un sage, en fait, avant de partir, tout ce qu'il pense de thématiques comme les enfants, le mariage, l'amour, la mort, la vie. Et donc là, c'est le début. Et il est interpellé par une voyante. Et je vais lire le passage. D'accord. Et ben voilà. On t'écoute. Alors... Et puis avec le peuple, ils se rendirent tous sur la vaste place face au temple. Et alors sortit du sanctuaire une femme du nom d'Almitra. C'était une voyante. Il la regarda avec une immense tendresse, car elle était celle qui, dès son premier jour dans leur cité, et la première, le devina et crut en lui. Et elle le salua en disant : « Prophète de Dieu en quête de l'essentiel, longtemps tu as regardé l'horizon dans l'attente de ton bateau. Et à présent, ton navire s'en est venu, et tu te dois de partir. Profond est ton désir de revoir la terre de tes souvenirs et la demeure de tes plus grandes espérances, et notre amour ne t'attachera pas, ni nos besoins ne te retiendront. Mais nous te demandons, avant de nous quitter, de nous parler et de nous délivrer ta vérité. Car nous la donnerons à nos enfants, et eux-mêmes à leurs propres enfants, et elle ne périra pas. Depuis ta solitude, tu as regardé nos jours, en tes veilles, tu as écouté les sanglots et les rires de notre sommeil. À présent, révèle-nous à nous-mêmes, et dis-nous ce qui t'a été montré de ce qui se trouve entre la vie et la mort. Et il répondit : Gens d'Orphalaise, de quoi parler d'autre sinon de ce qui émeut à présent le tréfonds de vos âmes. Alors Amiltra dit : Parle-nous de l'amour. Et il leva la tête et regarda les gens, et un calme les envahit. Et d'une voix puissante, il dit : Lorsque l'amour vous fait signe, suivez-le, même si ses voix sont dures et raides. Et lorsque ses ailes vous enveloppent, cédez-lui, quoique la lame cachée dans son plumage puisse vous blesser. Et lorsqu'il vous parle, croyez-le, quoique sa voix puisse fracasser vos rêves comme le vent du nord qui saccage le jardin.
Car de même que l'amour peut vous couronner, de même il peut vous crucifier. Car il est fait pour vous aider à croître, comme pour vous élaguer. De même qu'il se hausse à votre hauteur et caresse vos branches les plus tendres qui tremblent dans le soleil, de même peut-il descendre dans vos racines et les remuer jusqu'à la terre qui les attache. Comme des gerbes de blé, il vous rassemble en lui. Il vous bat pour vous rendre nus. Il vous tamise pour vous libérer de votre enveloppe. Il va vous moudre jusqu'à la blancheur. Il vous pétrit jusqu'à vous rendre souple. Et alors, il vous assigne à son feu sacré pour que vous deviniez du pain sacré pour le festin de Dieu. L'amour fera tout cela pour que vous connaissiez les secrets de votre propre cœur et de par cette connaissance, deveniez fragments du cœur de la vie. Mais si dans votre peur, vous ne cherchez que la paix de l'amour et le plaisir de l'amour, alors il vaut mieux pour vous couvrir de votre nudité et sortir de l'air de battage de l'amour, et aller dans un monde sans saison pour rire, et non de tous vos rires, et pleurer, mais non de toutes vos larmes. L'amour ne donne rien que lui-même, et ne prend rien que de lui-même. L'amour ne possède pas, ni ne veut être possédé, car l'amour se suffit de l'amour. Lorsque vous aimez, vous ne devriez pas dire « Dieu est en mon cœur », mais bien plutôt « Je suis dans le cœur de Dieu ». Inutile de penser que vous pouvez diriger le cours de l'amour, car l'amour, s'il vous trouve digne, dirige votre course. L'amour n'a pas d'autre désir que celui de son accomplissement. Mais si vous aimez, la plupart des besoins ayant des désirs que vos désirs soient, se mêler et être comme un ruisseau qui chante sa mélodie dans la nuit. Goûter la douleur de trop de tendresse, être blessé par sa compréhension de l'amour, et saigner volontairement et joyeusement. Se lever à l'aube avec un cœur ailé et rendre louange pour cette autre journée à aimer. Prendre du repos à midi et méditer sur l'extase amoureuse. Rentrer avec gratitude chez soi au crépuscule et alors s'endormir avec une prière en son cœur pour l'aimer et un chant de grâce sur les lèvres. Merci. C'est beau. C'est hyper beau. Quel rôle a joué ce livre dans ta vie j'ai l'impression que c'est un livre important parce que c'est celui que tu as voulu apporter pour lire un passage. C'est un livre important parce que quel rôle il a joué en fait il fait partie des livres que je lis aussi beaucoup comme on parlait des autres œuvres que j'avais pu aimer et que je lis énormément. D'accord. Donc il t'accompagne. Donc il m'accompagne, c'est une bible, on peut dire ça, une bible de pensée sage parce qu'il y a une telle tolérance avec les humains. Enfin, il parle aux gens qu'il a connus pendant 12 ans et avec une forme d'amour inconditionnel. C'est là qu'en fait on puise dans cette œuvre quelque chose d'hyper inconditionnel. Ça bouge pas et c'est toujours extrêmement sage, extrêmement beau, extrêmement rassurant et ça nourrit quoi. Exactement. C'est très nourrissant et c'est pour ça. Et quand on dit des œuvres qu'on aime, je pense que c'est parce qu'elles nous nourrissent sans arrêt. Oui. Et là il y a de la matière. Enfin, ça nourrit. Je le conseille. Il faut lire Le Prophète de Khalil Gibran. Ben surtout, je m'adresse. Il soit dans les bibliothèques là. Exactement. Il faudrait le mettre parmi les livres que vous voyez parce d'ailleurs. Parce que c'est pour les enfants. Vraiment, c'est très accessible. Très très accessible. Et justement en lecture, je pense que c'est pas mal. Ouais, d'accord. Et on va suggérer ça à l'espace plein ciel. Peut-être qu'il y est déjà, on va rechercher. Parmi les mangas et autres. Ouais, il y a beaucoup de mangas, j'ai vu. Ouais, il y a beaucoup de mangas ici. Ouais. Ça lit des mangas. Ah oui. Est-ce que c'est un livre, ce livre-là, tu l'as lu pour la première fois à quel moment ?
pour la première fois. Et j'étais en quête spirituelle. Donc voilà, je l'ai bien lu ce livre. Je sais pas, je devais avoir 22 ans. En quête spirituelle. Tu peux nous en parler un peu plus de cette quête C'est vaste. Dire quoi? Bah, déjà, qu'est-ce qui a fait que tu as senti que tu avais une quête à faire spirituellement parlant? Je le sens vraiment depuis que je suis toute petite. D'accord. C'est une autre histoire. D'accord. Mais j'ai toujours été je suis toujours, mais c'était quelque chose qui arrivait. Je l'avais trouvé dans un train en fait. Ah oui. Oui. Ça c'est pour ça. Fameuse coïncidence. Voilà. C'est ce qu'on dit toujours qu'il n'y a pas de coïncidence, c'est des choses qui arrivent comme ça et peut-être que c'est pour ça parce que j'ai été complètement étonnée de tant de beauté. C'est pas le livre qui t'a projeté dans la quête spirituelle, t'étais déjà en quête. Non, j'étais déjà, donc c'est pour ça que... D'accord, ouais. Ok. Quand les choses viennent à vous comme ça, elles se partagent. Donc c'est pour ça que je voulais le partager. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut parler un peu de la suite, parce que je sais qu'on était arrivé vers peut-être cet âge-là un peu, et est-ce qu'on peut voir point de vue théâtre ce que tu as fait, parce que je sais que tu m'as dit aussi que tu as fait de la mise en scène et que tu es assistante de mise en scène. J'aimerais bien qu'on parle de ça aussi, parce que c'est un pan important du monde théâtral. Ouais. Donc pourquoi de l'assistanat? C'est derrière, et en fait c'est devant, parce que c'est aussi ça qu'on voit quand on va voir une pièce. On ne voit pas seulement des comédiens et des comédiennes, on voit aussi, même si on le sait moins, on voit une proposition de mise en scène. Mmh. Et donc qu'est-ce qui t'a donné envie d'être aussi sur ce chapitre-là? En fait, quand on est au conservatoire, on passe son temps à voir ses camarades jouer, en fait. Et donc, avoir un regard extérieur. Et quand on va en école de théâtre, et et c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, moi. C'est voir une scène se créer, se faire, voir les acteurs faire des propositions. Et je trouve que c'est passionnant, ce travail de cette recherche-là. Et donc, j'ai toujours adoré faire part de la création, en fait. Enfin, être derrière et voir mes amis jouer. Est-ce que c'est donc du coup c'est plus sur la direction d'acteur, d'actrice, c'est ça qui te passionne, c'est essayer de guider aussi les comédiens, comédiennes sur scène. Exactement. Pour aborder leur rôle. Enfin, ouais, d'accord. Comment ça c'est une question qui est en fait pas de réponse, mais c'est pour ça que j'aime bien la poser. C'est comment on aborde un rôle. Comment on aborde un rôle? Ouais. Là, je pose une question de profane. C'est-à-dire que, j'imagine, je suis un extraterrestre, j'arrive sur la planète Terre, comme ça, et puis je vois, on m'emmène au théâtre, et puis je comprends pas, parce que sur ma planète, ça n'existe absolument pas. Et donc je demande, en fait, vous faites quoi, là? C'est quoi exactement? Qu'est-ce qui se passe, là? Moi, je dirais que c'est très, très instinctif. Comment on aborde un rôle? Comment on prépare un rôle? Par exemple, ouais. Il faut lire beaucoup de fois la scène, le texte. Si on n'a aucune indication de personne, de metteur en scène, ou du réalisateur ou d'auteur, je dirais que c'est très instinctif. C'est soit ce qu'on perçoit du personnage et qu'on se l'approprie totalement. On s'approprie cette personne, on est cette personne. D'accord, donc il y a beaucoup de soi en fait. Il y a beaucoup de soi en fait.
c'est pas une dépersonnalisation. Mm. On est le personnage, en fait. Souvent c'est ça. Enfin, j'ai l'impression que moi c'est ce que je préfère voir. C'est souvent des acteurs qui sont finalement qui ont une liberté, qui ont la liberté d'être instinctifs et donc d'être eux-mêmes avec le texte qu'on leur propose. Mmh. Ouais, liberté d'être instinctif, il y a une part de risque du coup, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui est compliqué dans ce métier, c'est que il y a ce fameux lâcher prise dont tout le monde parle dans tous les cours de théâtre de France et de Navarre et du monde, et donc ça correspond, je pense, à cette liberté dont tu parles, c'est-à-dire on doit s'autoriser à laisser venir et à quoi qu'il se passe, quoi qu'on ressente, quoi qu'on ait à faire, on le fait sans penser, sans réfléchir, et du coup ça comporte une espèce de risque. Ça peut être brouillon au départ, j'ai l'impression, le travail. Il faut que ce soit brouillon, j'ai l'impression aussi. Mais en fait, c'est brouillon dans la proposition. Mais après, quand t'as un metteur en scène, c'est tout de suite recadré. Ouais. Je veux dire, il peut détester ta proposition. Et donc là, c'est lui qui te visse, qui te remet sur le droit chemin, entre guillemets. Mais oui, ça va être tout le temps brouillon. Donc le rôle du metteur en scène pour toi c'est ça, c'est-à-dire que c'est canaliser ce que les comédiens et comédiennes proposent, quoi. Et ont à offrir. Ouais. Et avec leur talent et leur singularité. C'est quelque chose de vraiment... c'est tirer le meilleur d'eux-mêmes aussi, dans ce qu'ils peuvent faire et dans ce qu'ils peuvent... en tout cas, dans leur proposition. Ouais. C'est les amener vers leur meilleure proposition et pour que la scène soit cohérente. Il faut que la scène aussi soit cohérente, puis le parti pris de la mise en scène. Parce qu'il peut y avoir un même texte et plusieurs partis pris de mise en scène par rapport à ça. Donc il peut y avoir par exemple 1000 versions de Don Juan de Molière, par exemple. Ouais. Enfin, des choses qui sont vues. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de voir toujours différents Don Juan ou différents Platonov que j'adore. Ou... Différents interprètes, ouais. Parce que ce sera jamais le même metteur en scène et aussi interprète. Oui, et aussi interprète. Ça sera jamais, je pense, le même personnage en fait. Ce sera jamais le même personnage et ce sera jamais vraiment un même texte peut résonner de 10 000 fois, de 10 000 façons différentes. Selon la mise en scène, selon les comédiens, selon si c'est un Don Juan. Je sais pas pourquoi parce que j'adore cette pièce aussi. J'ai dû lire cette pièce parce que ça me vient. Cette pièce est magnifique, mais parce que je l'ai vue, parce que il y a tellement de versions. J'ai vu un Don Juan un peu ours dans une mise en scène de Claire Lannes il y a très très longtemps, et là j'ai vu un Don Juan à l'Odéon. Comment dire, un peu à la BHL, je sais pas comment dire, je sais pas, c'est pas un peu éphèbe, enfin je sais pas éphèbe, mais un peu vieux beau, rien à voir. Et ça, tout était hyper différent. Ouais. Et enfin voilà, c'est pour ça que la mise en scène c'est assez passionnant. Et c'est un vrai travail en soi, et c'est pour ça que j'aime, en tout cas en tant que comédienne, j'aime pouvoir être derrière. Ça, c'est une différence que je trouve avec la musique, par exemple, c'est ce dont tu parles là. C'est à quel point la même pièce peut être totalement différente d'une interprétation à l'autre, d'une mise en scène à l'autre. Et le contraste est beaucoup plus fort qu'en musique, parce que si tu interprètes, je sais pas, une mazurka de Chopin par deux pianistes différents, certes, l'interprétation sera différente, c'est vrai, il y aura des nuances. Ce serait hyper différent, mais j'ai l'impression. Mais ce sera, j'ai l'impression, moi, que le contraste est quand même moins fort que deux pièces différentes par deux metteurs en scène différentes qui peuvent vraiment, pour le coup, sembler être... Tu veux dire deux pièces similaires par des metteurs en scène Voilà, deux pièces, la même pièce interprétée par des troupes différentes et mise en scène par des metteurs en scène différents. Ouais. Et moi, c'est ça qui m'étonne, c'est à quel point on peut passer c'est le jour et la nuit d'une mise en scène à l'autre, quoi.
Moi, j'ai l'impression que les pianistes, c'était vachement le jour et la nuit. Mais après, moi, parce que ça sonne pas. Mais toi, en tant que pianiste, tu te dis bien. Tu reconnais pas. Hein. Évidemment, il y a beaucoup de différences, mais je trouve que c'est beaucoup plus subtil, entre guillemets. C'est-à-dire que, certes, le tempo va être un peu différent, ok, le rubato sera pas exactement le même, mais une pièce d'une mise en scène à l'autre, on a vraiment parfois l'impression de voir deux pièces différentes, quoi. Tellement ça n'a rien à voir, quoi. Et enfin bref, ça c'est peut-être juste mon ressenti, je sais pas. Est-ce que ça aide Pardon? Ah, oh ça va. Non, ça va. Je pense que la personne ne parle pas trop fort. Ah, dans le casque, ouais. Dans le casque. Je me demandais si ça aidait en mise en scène d'être aussi comédienne. Moi je dis que ça aide. Parce qu'on a plus d'empathie pour les comédiens. D'accord. Parce que quand t'es comédien, t'es amené à refaire 1000 fois les choses. Ouais. Et c'est très mécanique. Et ça peut être très robotique et donc très déshumanisant. Et donc il peut y avoir une forme de maltraitance du metteur en scène. Et il peut y avoir une haine qui peut se faire entre metteur en scène et comédien, quoi. Ouais. Et je pense que quand t'es comédien, t'as plus d'empathie et de bienveillance. Je crois. Hein. Le rôle d'assistante en mise en scène, exactement. C'est un peu ça, finalement. C'est ça, c'est faire la médiation. On va dire que c'est ça. Ça t'est arrivé d'avoir vraiment à gérer des conflits Non, parce que ça arrive jamais. Mais c'est temporisé, il faut être très diplomatique. Ouais. Et finalement, oui, en tout cas, t'es celle qui amène un peu de simplicité dans un monde complexe de comédiens et de création. D'accord. Les moments de création sont toujours compliqués et il peut y avoir des grosses tensions parce que le metteur en scène n'a pas ce qu'il désire. Et donc le comédien peut être très frustré, se sentir nul, se sentir mal aimé, etc. C'est très compliqué d'être comédien et de dépendre du désir de l'autre. Ouais. Il y a un grand c'est les travers de ce métier en tout cas. Surtout que ce qu'on attend d'eux est mal défini, enfin, c'est-à-dire que c'est trouble quand même, c'est compliqué, on peut pas juste dire à quelqu'un bah voilà c'est simple, tu fais ça, et voilà, ça va marcher. C'est nécessairement un travail un peu plus... Enfin, c'est très subtil, quoi. C'est pas par A plus B, c'est pas rationnel. Parfois. C'est pour ça que je parle d'instinct. Ouais. C'est toujours très instinctif. Un comédien, il va travailler son rôle de manière instinctive. Il va avoir des super... un comédien talentueux, il va avoir tout de suite... peut-être la manière de dépasser un texte, de le rendre extrêmement joyeux, un personnage, et de faire quelque chose d'en faire un personnage comique. Et c'est pour ça que c'est irrationnel et je pense que tout est très instinctif. Après, faut être très rigoureux quand on travaille. Il faut savoir très bien son texte. C'est aussi dans la mise en scène, il y a des déplacements quand même, il y a beaucoup de choses en tant que comédien à intégrer. Donc c'est très très rigoureux. Faut avoir on est interprète, donc il faut avoir une grande rigueur avec soi-même comme un danseur. Par rapport à son corps, à sa fatigue. Oui, c'est vrai que c'est la comparaison avec les danseurs est, je trouve, assez juste. Ouais. Et on est notre propre instrument. Sa voix, son humeur. On peut pas être de mauvaise humeur. Enfin, faut vraiment faire fi des choses extérieures. Absolument. Laisser sa vie personnelle à la porte. À tout prix. Sinon, c'est impossible. Je te propose qu'on lise un peu de Pagnol. Oui, un peu de Pagnol. Et donc, c'est une scène, comme on l'a dit tout à l'heure, de Marius. La pièce s'appelle Marius. Alors, c'est toi qui en parles. Oui, je vais juste résumer un tout petit peu le début. Donc, la pièce Marius, ça se passe à Marseille, principalement sur le port de Marseille d'ailleurs.
Et plusieurs films ont été faits. alors c'est vrai qu'il y a eu, c'est une trilogie, hein, Ouais. la trilogie, donc c'est Je Marius, pense que les gens Fanny connaissent bien les et films. César. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a 3 films vraiment très célèbres qui ont été faits avec Rému. Fernandel. Fernandel jouait dedans? Ouais, je crois. Ah, je vois plus quel rôle il jouait. père, C'est non? Rému qui me vient en tête. En tout cas, c'est vrai que c'est une trilogie que... Et là, récemment, avec Raphaël Personnaz Ah, d'accord. et Jean-Pierre Darroussin. Ah, j'ai pas vu. Et il faut le voir. Il faut voir. Ouais. Ouais, voilà, encore. Je vais mettre ça sur ma liste. Et donc, il appelait ça sa trilogie marseillaise. Donc ça se passe sur le port de Marseille, plus précisément sur... Marcel Pagnol qui a écrit Le château de ma mère. Voilà, La gloire de mon père, La Le gloire château de de ma mon mère. père. Voilà. C'est en plus des livres qu'on lit souvent quand on est justement vers l'adolescence. Donc peut-être que certains des ados qui sont là eh bien, en ont lu 1 ou 2. Et les films sont extrêmement bien réussis pour le coup. Ouais, Le film de La gloire de mon père et Le ouais, château de très beau film, c'est vrai. incroyable. Ouais, très émouvant. Avec Philippe Cobert. Qui Voilà. a beaucoup joué au tas du rond-point. Et ben voilà. Où tu travailles. Où je travaille. On ne l'a pas dit, mais c'est vrai que tu travailles là-bas. Alors, donc port de Marseille, un bistrot qui s'appelle le bar de la Marine, il me semble. Et donc le patron de ce bistrot, c'est un certain César et son fils Marius qui est en fait le barman, qui tient le comptoir. Et il y a dans autour de Marius et César d'autres personnages comme cette fameuse Fanny qui est une jeune femme qui habite aussi Marseille, et puis les amis qui viennent, il y a Panis, Piquoiseau, je ne vais pas tous les citer. Et il se trouve que la jeune Fanny, depuis son enfance, est amoureuse du jeune Marius. Il ne lui a jamais dit, mais elle est amoureuse de lui. Et alors, Marius, secrètement aussi, est amoureux de Fanny. Et en fait, un jour, un petit peu pour le pousser à avouer ses sentiments, Fanny se laisse un peu courtiser par Panis, qui lui est vraiment bien plus vieux qu'elle, il a 20 ans de plus qu'elle. Et du coup, Marius finit par avouer ses sentiments, mais le problème, c'est que Marius, il a toujours eu un rêve, c'est de partir. Il a ce rêve de l'ailleurs, partir sur un voilier, et partir loin, et faire le tour du monde, et explorer le monde, etc. Et Le voyage. Voilà, le voyage, le rêve de voyage. C'est plus qu'un rêve, c'est une passion qui le... Traverser les océans. Ouais, exactement. Donc il est un peu tiraillé entre les deux, et il finit quand même par lui avouer son Donc ça, amour. c'est toi qui as choisi cette scène. Ouais, j'ai choisi cette scène, effectivement. Et ça, c'est pour ça que ça allait bien avec le portrait. Exactement, il y a un thème récurrent. En fait, sans qu'on le veuille vraiment, il faut le dire. C'est vrai, c'est tombé vraiment comme ça, pure inadvertance. Et en fait, il commence par accepter de rester et puis épouser Fanny, mais au bout d'un moment, il n'y a rien à faire. Le pouvoir, la force, l'appel de l'horizon L'appel de la mer. est plus fort, et donc ça aboutit à cette scène entre Fanny et Marius. Et puis on va vous lire cette scène maintenant. Je bouge le micro là. D'accord, Ça va? c'est très bien. Marius, je n'ai pas écouté mais j'ai entendu. Tu as entendu que je tiens ma parole. Le bateau s'en va. J'ai ma place à bord. Et moi je suis ici. Je lave les verres et j'astique le comptoir. Ça prouve que tu es honnête. Eh bien moi aussi je suis honnête. Je ne suis pas un piège, Marius. Si tu veux partir, tu es libre. Tu ne penses pas à ce que tu dis. C'est maintenant que tu me tends un piège. Tu veux voir ce que je vais faire? Eh bien tu le vois, je reste avec toi. J'ai bien réfléchi, Marius. Depuis plus d'1 mois, je te regarde et j'ai bien vu que tu regrettes ce qui nous est arrivé. Mais que tu restes pour réparer ta faute. Tu n'es responsable de rien. Cette faute est mienne, ne t'en charge pas. Alors, tu crois que je ne t'aime pas quand je te fais un si grand sacrifice? Je crois que tu m'aimes, à ta façon. Mais je sens bien que cette corde qui te tire ne se cassera jamais. Moi, je n'ai pas la force de te retenir. Et alors, puisqu'il te faut ta liberté, au moins que ce soit moi qui te la donne.
Puisque c'est la mère que tu préfères. Marie-toi avec la mère, nous verrons plus tard. C'est comme ça que tu m'aimes? Oui, c'est comme ça. Mais toi, pendant 3 ans, qu'est-ce que tu ferais? Je te l'ai dit, je t'attendrai. Nous avions convenu que tu naviguerais après, mais j'ai réfléchi. Il vaut mieux avant, parce que peut-être que tu reviendras guéri. C'est très grave un mariage. Je ne veux pas risquer de faire ton malheur et peut-être le mien. Fanny, ce n'est pas possible. Je ne veux pas croire que tu parles sérieusement. Parce que tu trouves que ce serait trop beau? Eh bien, c'est trop beau. Va prendre ton sac. Fanny, fais bien attention de ne pas me le dire encore une fois. Je suis sûr que si je partais, tu m'oublierais. Et ça te ferait bien plaisir parce que tu m'aurais oublié avant. Tu auras vu tant de choses sans moi. La Calédonie, les îles sous le vent. Ce bateau va partir sans toi et tu me le reprocheras toute ma vie. Tu n'as plus envie maintenant. Oui, j'ai envie, oui. Mais je trouve que tu acceptes ça bien facilement. Tu voudrais que je pleure et que je m'accroche pour te garder? Non, je ne le voudrais pas, mais j'en avais peur. Eh bien, ne crains rien. Tu vois, je suis raisonnable et je te comprends. C'est ta mère qui t'a conseillé. Elle attend que je sois parti pour te vendre à Panis. Si tu as besoin d'un prétexte, celui-là est bon. Et justement, il m'a encore demandé ce matin. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Je n'ai pas dit oui. Mais tu n'as pas dit non. On ne sait pas ce qui peut t'arriver. Ah, c'était ça ta générosité. J'aurais dû comprendre plus tôt. Ce n'est pas pour moi, Marius. Tu sais bien que dans les familles, il y a des questions d'intérêt. Il faut penser à l'avenir. Ma mère n'est plus jeune. Son travail la fatigue. L'amour n'est pas tout dans la vie. Il y a des choses plus fortes que lui. Ah oui, l'argent. L'argent, la mer. Chacun s'en va vers ce qu'il aime. Toi, épouse l'argent de Panis et moi je suis libre. J'épouse la mer. Oui, mais ça vaut mieux pour tous les deux. Oui, ça vaut mieux. Mais si tu m'as aimé seulement 1 heure, laisse-moi te faire une caresse d'amitié. Ils partent. Tu restes? Je ne peux pas passer, mon père est devant le bateau. Ah, que faire? Il largue les amarres. Passe par la fenêtre de ta chambre comme si tu allais à un rendez-vous d'amour. Fais le tour par la place de l'Anche. Pendant ce temps, je le retiendrai. Va-t'en. Va-t'en. Merci d'avoir partagé cette petite scène. Le tiraillement entre C'est ça. l'amour et la passion. Entre l'amour et la passion et le tiraillement plutôt entre le départ. Ouais, l'amour et l'aventure, quoi. L'amour et l'aventure. C'est, Il vaut mieux partir à 2. c'est vrai que pourquoi ils n'ont pas évoqué cette éventualité? Bah si, en plus elle existe cette éventualité. Parce que sinon ce serait pas une pièce. On n'en ferait pas 200 pages. C'est vrai. Il y a une solution trop simple. C'est ça. Il n'y a plus d'histoire. Exactement. C'est une C'est histoire. la plupart des pièces de théâtre. Voilà, la base de la dramaturgie, c'est qu'il faut qu'il y ait un problème qui soit pas soluble immédiatement. Sinon. Souvent en amour. Ouais. Et en amour aussi, oui, surtout en amour. D'accord. Bah, en tout cas, je vois le temps passer et ça fait déjà 1 heure qu'on est en train de se parler. Donc, et là, il va falloir qu'on abrège. Mais en tout cas, je voulais te remercier d'être passé. Eh ben, c'est moi qui te remercie. Pour ce Merci moment. pour ton accueil. Avec grand plaisir. Je crois savoir que tu as accepté de revenir pour éventuellement faire un petit passage Ouais. dans les services et dans quelques chambres. Ouais, pour faire notre scène, notre fameuse scène. Voilà, on va préparer Des ça. 100 pas. Les 100 pas, exactement, de Jean-Michel Jean-Michel Ribes, Ribes. que tu connais bien, je crois. Merci en tout cas pour ça, d'accepter aussi de revenir, parce que c'est important aussi qu'on essaye, malgré la période, d'aller un peu à la rencontre aussi De des donner un jeunes. peu de vie et de faire du théâtre immersif. Exactement, du théâtre dans les chambres et dans les couloirs de l'hôpital. Donc, merci à toi, et moi je vous dis à tous à la semaine prochaine, où nous serons encore ici, toujours à l'Espace Plein Ciel. Je remercie toute l'équipe de l'Espace Plein Ciel, comme toutes les semaines. Ils sont en train de papoter derrière, là, je les vois. Et puis à la semaine prochaine à tous, et merci Carole. Merci Damien.